Bien, on va commencer en espérant que François Burga va se joindre à cette table ronde, qui est la dernière table ronde de conclusion, dont le thème est sans ces pratiques démocratiques en Europe et dans le monde arabe, approche comparative. Donc on va continuer en fait la discussion qui est un peu une discussion en miroir entre ce qui se passe dans le monde arabe, ce qui se passe en Europe et la manière dont les chercheurs des deux pays appréhendent tous ces mouvements. Donc la première intervenante, c'est Asma Nouira, à qui je vais passer la parole, qui va intervenir en arabe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. أولاً أريد أن أشكر المنظمين على هذه الدعوة، أشكر المركز العربي في شخص مديري سلام الكواكبي وأعضاء الفريق العاملين معه، وأشكر أيضاً كوليج دو فرانس في شخص مديره أنري لورانس. موضوع هذه المداخلة هو إنتاج المعرفة في ظل التحول الديمقراطي وفي تونس خصوصاً، ومن خلال مجال محدد هو مجال الانتخابات. الانتخابات في تونس ليست آلية لترسيخ الديمقراطية وتركيز النظام السياسي الذي جاء به دستور 2014 فقط، إنما هي أيضاً آلية لإعادة تشكل الخارطة السياسية وتعبير عن ديناميكيات تعبيراً. Les élections sont destinées à refléter les dynamiques de la scène politique et lors des dernières élections, l'idée que cette technique, à savoir les élections, est une mécanique pour demander des comptes aux responsables politiques. Depuis 2011, on a eu plusieurs élections. En premier, le Conseil national constitutionnel, ensuite les élections législatives et présidentielles en 2014, ensuite les élections municipales en 2018 et là récemment les élections présidentielles et législatives. Les élections sont un pilier essentiel de la démocratie, mais on ne peut pas limiter la démocratie aux élections. Et la Tunisie était le point de départ du printemps arabe est l'un des modèles, un des laboratoires de la transition démocratique dans le monde arabe. Et dans le discours démocratique, on considérait que le monde arabe à l'abri de cette révolution. Et la transition démocratique a activé la vie scientifique, les centres de recherche, a renforcé la présence de centres de recherche internationaux en Tunisie. Et tous ces chercheurs et ces centres étudient la transition démocratique sous différents aspects. Et ces études ont engendré une quantité très importante de connaissances, surtout sur ce qui se passe sur le terrain. Et il y a un nouvel acteur qui produit la connaissance ou les connaissances sur la vie politique, en particulier les élections. Et là, nous avons des instituts de sondage et ces instituts de sondage existaient avant 2011 en Tunisie. Le premier institut de sondage a été créé en 1991, Sigma Conseil, et cet institut ne s'occupait que de commercialisation de produits. Son activité était limitée au secteur économique, mais après l'ouverture de la scène politique, ces instituts de sondage ont commencé à s'intéresser à la vie politique avec toutes ses composantes et les sondages constituent une première matière pour les chercheurs scientifiques et pour les politiques et les sondages peuvent affecter la vie sociale et politique. Nous avons actuellement 25 instituts de sondage nationaux
nationaux et internationaux et qui fonctionnent suivant un cadre législatif bien établi. Et il a été nécessaire d'établir un cadre légal parce qu'il y en avait dans les milieux politiques et médiatiques qui appuyaient la démarche des instituts et d'autres non. Certaines parties considéraient que les sondages pouvaient améliorer la prestation ou le travail des responsables politiques et les sondages peuvent mettre la lumière sur les évolutions de la vie politique. D'autres considèrent qu'il s'agit là d'un instrument, d'un outil qui sert à manipuler les opinions et surtout à fabriquer ces opinions. Et il y en a qui doutent fortement des chiffres quand ils ne sont pas en leur faveur. Parce que les résultats des sondages peuvent donner un coup de pouce à un candidat pendant une campagne électorale ou bien le démolir. Donc, il y a les chiffres suscitent un débat sur leur authenticité. Par exemple, les intentions de vote ont été mesurées par des sondages et les résultats ont été accueillis par des critiques parce que ces sondages révélaient l'arrivée de deux indépendants au premier tour et la réduction du rôle et du poids des partis politiques sur place, ce qui bouleverse la scène politique tunisienne. Le président décédé s'est adressé aux Tunisiens et il a estimé que les sondages ne correspondent pas à la réalité des choses et il a considéré que ces sondages sont une sorte de fièvre électorale. Sigma Conseil a effectué un sondage, avait fait un sondage dans les résultats duquel le président décédé n'était pas parmi les 5 premiers candidats aux élections présidentielles. Rachid Al-Ghanouchi, le président de Al-Nahda, a critiqué les sondages, en particulier un sondage effectué par un institut s'appelle Sigma, parce que les voix accordées à Al-Nahda avaient énormément chuté en très peu de temps. Donc, il a émis un doute à l'égard de ces sondages et Al-Nahda a publié une déclaration dans laquelle elle a considéré que les instituts de sondage manipulent les chiffres parce que Al-Nahda ne comprend pas comment, en l'espace d'un mois, Al-Nahda peut reculer autant alors que d'autres candidats montent de façon très impressionnante. Alors que les instituts de sondage nient toute volonté de manipuler. Il y a également un autre parti politique, le secrétaire général du courant démocratique considère les sondages comme étant un secteur qui échappe au contrôle de l'État et il considère que les sondages comme un danger démocratique et il a estimé qu'il était nécessaire, et je cite ce qu'il dit, là il y a une falsification des réalités en faveur de certains partis au détriment d'autres partis et
il a estimé qu'il y avait des lobbies qui orientaient l'opinion publique. Donc là, nous assistons à une attitude hostile vis-à-vis des instituts de sondage et on assiste aussi à des sondages qui circulent sur les réseaux sociaux, qui sont largement utilisés et qui façonnent l'opinion publique. Donc, actuellement, il y a un consensus à devoir légiférer à cet égard. Il y a déjà eu 2 initiatives pour contrôler ce secteur. La première initiative a été présentée par le Bloc démocratique avec le Front populaire en 2016. Quant à la deuxième initiative, elle était présentée par Mashroua Tunis, le projet de Tunisie. Ces 2 initiatives participent à une commission qui sera la commission qui va superviser et réglementer le secteur des sondeurs. Et il est possible d'imposer des sanctions à ceux qui violent la loi ou contreviennent aux règles quand une contrefaçon ou une tricherie est constatée. Et il y a les médias de l'audiovisuel et la presse participe aussi à cette commission ainsi que d'autres représentants. Malgré le besoin pressant pour élaborer une loi face à l'importance croissante des sondages, une loi n'a pas été encore adoptée. Le courant démocratique a accusé Al-Nahda et un autre parti de ne pas vouloir légiférer parce que les résultats des sondages leur sont favorables. La Chambre nationale des instituts de sondage ont établi un pacte qui réglemente la profession et informe sur la façon dont ces instituts fonctionnent. La loi électorale interdise les sondages 11 semaines avant la tenue des élections. Certains médias et les instituts des sondages ont considéré que cette décision est inadmissible parce qu'elle empêche de donner une image réelle et réaliste de la situation avant les élections. Il est possible pour les instituts de sondage de procéder à des sondages internes qui ne sont pas destinés à être publiés, mais qui peuvent aider certains partis à orienter leur campagne électorale. Et ainsi, les sondages seraient au service des politiques si toutefois ils savent bien s'en servir. En 2011, Nida Tunis a changé sa stratégie suite à un sondage qui avait donné à Al-Nahda gagnant. En 2019, qu'il s'agisse des élections législatives ou présidentielles, il y a eu beaucoup de sondages. Les sondages ont commencé 3 années avant les élections et la façon dont les politiques ont exploité ces sondages n'ont pas été réussis.
et il y a eu une dispersion des voix entre les différents partis. C'est ce qu'avaient prévu avaient montré les sondages, et c'est ce qui s'est passé en réalité. Un émiettement, une dispersion des voix. Il n'y a pas eu de gagnant majeur. D'un autre côté, ces sondages influent sur l'opinion publique. Par exemple, quand on voit des partis en tête, ceci peut avoir son effet sur l'opinion publique, d'autant plus que les résultats des sondages sont publiés dans des médias populaires, et ensuite ces sondages sont repris par les réseaux sociaux, le Facebook en particulier en Tunisie. Des activistes et des intellectuels ont utilisé les résultats des sondages pour lancer un appel aux candidats qui ont une même base populaire de travailler autrement, mais personne n'a répondu à l'appel et l'émiettement a eu lieu. Parfois, l'interprétation des résultats se fait de manière erronée, où les résultats sont jugés comme étant approximatifs. Dans de tels cas, ceci peut aboutir à un échec. En d'autres termes, on peut se baser sur les résultats d'un sondage d'opinion, mais néanmoins, on arrive quand même à un échec. Et on sait que le candidat du parti Al-Nahda doit son échec, entre autres, donc l'une des causes à l'origine de son échec durant le premier tour des élections, est due à la modification de la stratégie de vote adoptée. Donc, il y a eu des instructions de vote qui ont été données pour que Abdel Fattah Mourou soit au premier rang, suivi de Nabil El-Karoui. Et pour exclure Nabil El-Karoui, les bases populaires se sont vues donner une instruction, à savoir celle de voter pour Nabil Saïd Nabil Kais Saïd, pardon. Et donc, ceci a donné lieu aux résultats que nous connaissons. Par le biais de ces sondages ou de ces résultats de sondages, nous pouvons mieux comprendre les résultats des élections. D'ailleurs, je vais essayer de vous en faire part. Durant les dernières élections, les sondages d'opinion existent depuis 2011, mais les élections de 2019 ont connu un essor au niveau de l'utilisation de ces résultats de sondage d'opinion, résultats qui étaient publiés à titre mensuel. Il y a toujours eu une mise en doute quant à l'exactitude des résultats des sondages d'opinion. Donc nous avons de tout temps assisté à ce genre de réaction, mais ceci n'affecte nullement l'importance de cet instrument et son impact sur la vie politique, notamment durant la dernière période. Je n'ai plus que peu de temps devant moi, donc je voudrais vous dire que vous savez que ceux qui sont en faveur du système et ceux qui sont considérés comme faisant partie de l'antisystème. Pour ce qui est des résultats des élections présidentielles, que 2 candidats indépendants arrivent au deuxième tour, ceci était clair et évident depuis 2018, c'est-à-dire depuis novembre 2018. Et Kais Saïd apparaissait comme étant le candidat qui aurait la 3e puis la 2e position. Puis en avril et au mois de mai, il apparaissait au premier rang selon les résultats des sondages d'opinion. Son opposant, qui est également un candidat indépendant, était également à la tête,
d'après les résultats des sondages d'opinion. Donc, les sondages d'opinion ont montré que ces deux candidats arriveraient au second tour. Mais néanmoins, les élites n'ont pas pris, les élites et les politiques n'ont pas pris en compte ces résultats des sondages d'opinion et n'ont pas amendé ou modifié leur stratégie ni leur plan d'action. Par conséquent, bon nombre de citoyens ont eu recours au vote sanction parce qu'ils en voulaient au pouvoir en place pour tout ce que le pays a connu. Or, nous savons tous que les élections présidentielles ne reflètent pas ce manque de confiance que la population voue aux partis politiques, parce que les partis politiques entrent au Parlement en tant que partis. Mais nous avons assisté à un changement sur la scène politique. Et nous avons vu un recul de certaines forces au profit d'autres forces qui étaient désormais sur le devant de la scène. Donc, ce changement est dû au changement de circonstances et au développement au niveau de l'attitude de la population et des citoyens qui s'ouvraient en raison de la crise économique et sociale que connaissait le pays. Et il y a eu par conséquent ce changement au niveau de la scène politique. Je vais devoir conclure parce qu'il ne me reste plus de temps, si je ne me trompe pas. Pour ce qui est de cette perte de confiance, à cause de cette perte de confiance de la part de la population vis-à-vis du pouvoir en place, nous avons assisté à l'émergence ou la réémergence de certains partis. Les partis Ennahda et d'autres existaient et on a assisté à leur retour au Parlement. Leur présence a été renforcée, s'est retrouvée renforcée. En contrepartie, nous avons assisté au recul de certaines forces. De nouveaux partis de droite ont pu intégrer le Parlement et je voudrais dire que certains parlementaires qui faisaient partie de l'ancien Parlement ont pu regagner la confiance des électeurs malgré les critiques qui leur avaient été adressées auparavant. Ils ont été réélus. Donc, bon nombre d'anciens parlementaires ont été réélus. Par rapport au parti Ennahda, 43% des parlementaires du parti Ennahda ont été réélus au Parlement actuel. Donc, les sondages d'opinion ont leur intérêt et ont leur utilité. Il est important de bien interpréter les résultats néanmoins et d'analyser ces résultats en fonction des développements ayant lieu en Tunisie. Parce que tout développement peut avoir des conséquences et tout développement peut être la résultante d'un développement politique, social ou autre. Je vais conclure en disant que Sigma Conseil a publié un baromètre politique et grâce à ce baromètre politique, il s'avère que 61% des Tunisiens estiment aujourd'hui que la Tunisie est sur la bonne voie actuellement. J'espère que les politiciens ne vont pas les décevoir dans la période à venir. Je vous remercie. Merci Asma Nouira pour cet éclairage sur la vie politique tunisienne qui commence à ressembler étrangement à des vies politiques que nous connaissons ailleurs, même si les conditions sont très différentes. Et je vais passer la parole à Gilles Doronsoro qui va établir une comparaison des mobilisations contestataires en Europe et au Moyen-Orient. Merci. Je voudrais remercier Henri Laurence et Salam Kawakibi pour leur gentille invitation et peut-être associer à cette présentation les noms de deux chercheurs retenus otages en Iran, Fariba Adelka et Roland Marchal, avec qui j'aurais bien aimé discuter ce papier. J'espère que j'en aurai l'occasion dans le futur. Alors, bien sûr, vous avez tout de suite compris que le sujet n'était pas traitable, en fait, parce qu'il est trop compliqué, surtout en 20 minutes. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je n'arrive pas véritablement à parler d'un sujet aussi complexe. L'idée, c'est de se servir des mobilisations en cours pour parler de l'Europe et du Moyen-Orient, de ce qui circule, de ce qui ne circule pas, des effets d'imitation ou éventuellement des causes structurelles communes qui font qu'on a des mobilisations en partie similaires. Alors, on a immédiatement un problème qui est que l'idée de printemps arabe
Ça a été dit, je pense, ce matin, l'idée de printemps arabe est complexe au minimum parce qu'elle regroupe des situations en partie différentes, des régimes différents, des types de mobilisation assez différents, mais aussi parce que le processus est loin d'être terminé. Alors, il est loin d'être terminé. Qu'est-ce qui se passe là? C'est les micros, je pense. Si vous pouvez peut-être enlever les deux micros. Là. Ouais. Donc, on a deux problèmes. Donc, le premier problème, c'est que c'est pas terminé. Comme le disait Louloua tout à l'heure, il faut réécrire les papiers à chaque conférence. Donc, effectivement, on a un premier problème. Le deuxième problème, qui est peut-être plus important, c'est que on a tendance, on ne sait pas si dans les printemps arabes, il faut mettre les guerres civiles, c'est-à-dire tous les processus. On sait à peu près où les faire commencer en général, mais on n'a pas beaucoup d'idées. Par exemple, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, c'est une continuation de ce processus politique? Alors, peut-être qu'il ne faudrait pas le nommer printemps arabe, mais en tout cas, ça paraît extrêmement lié. Donc, vous voyez que déjà, on a un problème. Et du point de vue, disons, européen ou occidental, on a aussi un problème de définition de ce que sont ces mobilisations. Définition parce qu'elles prennent un tour souvent assez différent d'un pays à l'autre, que l'idée de populisme ne paraît pas une très bonne idée, en fait, que comparer les Gilets jaunes, le Chili, ce qui se passe en Angleterre aussi par certains aspects, pose des problèmes évidents de méthode. La littérature, je terminerai là-dessus des questions de méthode, la littérature sur ces mouvements est encore relativement limitée, très incertaine pour des raisons de problèmes d'enquête. Enquêter sur les printemps arabes dans la première phase, ça a été relativement facile, c'est plus complexe dans la phase actuelle, et donc on a une difficulté à maîtriser, même factuellement, ces différents processus politiques. Alors, l'idée que j'ai, c'est que probablement, si on veut se servir de ces mobilisations comme des analyseurs des structures des sociétés contemporaines, c'est peut-être de partir d'un phénomène commun. Ce qu'on va faire, c'est-à-dire le phénomène commun, c'est ce qu'on appelle l'absence de représentation politique, l'absence de représentation en général, due à une désautonomisation des champs sociaux, des champs au sens de Bourdieu. Voilà. Et à partir de ça, on va essayer de voir comment les répertoires d'action des différentes mobilisations sont conditionnés par ce phénomène initial. Et ensuite, on verra différentes choses sur la structure des opportunités politiques, mais c'est moins central. Et je ferai une conclusion à partir de 2-3 points sur ce qui me paraît être beaucoup plus une convergence des régimes autoritaires qu'une transition démocratique. Enfin bon, j'espère que je me trompe, ce ne serait pas la première fois, ce qui nous laisse l'espoir à tous. Alors, sur le premier point, il me semble que si on abandonne l'histoire des idées, la philosophie politique qui a son usage, et qu'on a une vision peut-être plus science sociale des phénomènes démocratiques ou de l'installation des démocraties, il y a un phénomène qui est probablement central, c'est l'autonomisation progressive des champs sociaux, le champ de la recherche, le champ du politique, de l'économie, etc. Il semblerait en fait que ce soit une condition nécessaire, pas forcément absolument suffisante, mais nécessaire à un système, à un mode de système démocratique. Il y a plusieurs variantes, mais l'idée, c'est qu'on est dans des systèmes de représentation qui sont à la fois sectoriels et généraux. Cette idée-là me paraît centrale. Et ce qui se passe depuis les années 90, ça a été mis en avant par Bourdieu, un des premiers, mais pas uniquement, c'est qu'on assiste à une désautonomisation des champs sociaux. Alors évidemment, pour tous ceux ici qui sont chercheurs, et je pense qu'il y en a beaucoup, ce n'est pas la peine de vous expliquer particulièrement comment la recherche a été désautonomisée du social, c'est plutôt évident. Mais c'est un phénomène beaucoup plus large, à condition de noter plusieurs choses. Premièrement, ce phénomène de désautonomisation, il n'est pas forcément récent. C'est notamment tout le cas des régimes autoritaires qui fonctionnent par des organisations qui sont transchamps, si vous voulez, qui fonctionnent sur plusieurs champs, partis uniques, police politique, bien sûr, etc. C'est vrai aussi de crises ponctuelles. Vous avez des crises dans les systèmes sociaux, démocratiques, qui peuvent amener à une désautonomisation ponctuelle des champs. Et c'est vrai aussi d'une dynamique qu'on voit surtout depuis les années 80, et c'est plutôt ça qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui sera vu ici non pas comme un retrait de l'État, mais comme une réorganisation de l'influence étatique. Il n'y a pas de retrait de l'État au sens où l'État continue à prélever à peu près autant d'argent qu'avant, mais le redistribue différemment.
Et aussi, deuxième trait de ce que j'appellerais là le néolibéralisme, c'est-à-dire la généralisation de la mesure, des mesures convergentes qui font qu'il y a de moins en moins de différences dans la gestion d'une université, d'une entreprise privée, d'un hôpital, etc. Et cet effet de mesure est extraordinairement important parce que ça explique pourquoi vous avez en partie en tout cas, pourquoi vous avez cette désautonomisation des champs avec les mêmes modes de calcul à partir de, disons, grosso modo, d'une vision économiste. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous dans nos sociétés. Et ce qui est important de voir aussi, peut-être, c'est qu'une partie des régimes autoritaires, pas forcément tous, mais une partie des régimes autoritaires ont connu une dérive néolibérale eux aussi. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé progressivement à construire une coalition sociale. Je pense à la Syrie en particulier. Vous avez effectivement le glissement vers un mode néolibéral d'organisation de l'autoritarisme. Ça a été montré par, je ne suis pas le premier chercheur à le dire. Et ça veut dire concrètement que vous avez un alignement des modes de répression sur, j'allais dire, une répression largement ponctuelle, un peu hors sol souvent, et qui repose uniquement sur des appareils autoritaires, de plus en plus étroits, de plus en plus spécialisés, en un sens. Alors, évidemment, selon les circonstances, les endroits, tout ça est nuançable, mais c'est un phénomène qui me paraît important. Ça veut dire concrètement, ce phénomène de désautonomisation des champs, que vous avez une difficulté à la représentation des intérêts sectoriels quand ils ne sont pas lobby de type lobby industriel, je parle des intérêts sectoriels type ouvriers, syndicats, etc., et même une représentation politique, c'est-à-dire que vous avez, dans la plupart des pays où la question a un sens, une chute de confiance dans les partis politiques, les institutions politiques, qui est absolument extraordinaire depuis... ça dépend, 15-20 ans, disons, pour faire simple. Les médias également. Et donc, cette crise de représentation, elle est à la fois, dans un sens objectif, parce qu'il y a de moins en moins de façons de représenter ses intérêts, c'est l'effondrement de la représentativité syndicale, et elle est subjective au sens où il y a une perte de confiance. Et il me semble qu'il y a une équation qui traverse, alors pas tous les pays, jamais, mais beaucoup de pays, c'est cette équation de la difficulté à la représentation. Alors, en un sens, dans les régimes plus autoritaires, il y a toujours une difficulté de représentation. L'élément qui est clé, c'est plutôt la fin des grandes coalitions qui stabilisent des régimes. Encore pour prendre une fois le régime syrien, vous avez effectivement, dans les années 70-80, une véritable coalition sociale qui soutient le régime. Je pense que c'est beaucoup moins vrai dans les années 2000. Donc voilà un peu l'idée centrale, disons les conditions structurelles. Après, on a maintenant des conséquences sur les répertoires d'action. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un système à très faible représentation, vos répertoires d'action, la façon dont vous allez vous mobiliser, sont profondément transformés. Et c'est même peut-être par là que j'aurais dû commencer. S'il y a quelque chose qui est surprenant dans l'ensemble, dans une grande partie des protestations récentes, c'est l'absence de leader, des traits structurels comme l'absence de leader, l'absence de revendications sectorielles, qui est quand même un truc extraordinaire. C'est-à-dire les gens descendent dans la rue, on leur dit, bon voilà, vous voulez combien? Ils disent non, on manifeste pour la dignité, etc. Bon, ce qui est quand même curieux. Surtout que souvent ils se font tirer dessus, donc se faire tirer dessus pour sa dignité, bon voilà, ça pose un vrai problème de sociologie, entre autres. Je crois que ces modalités ne sont pas produites par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont seulement une condition d'efficacité de ces mobilisations. Vous voyez, donc la causalité n'est pas celle que parfois on y met. Autre chose, quand on a des révoltes sans leader, c'est pas parce qu'on a une idéologie qui est forcément anarchiste ou qu'on refuse les appareils politiques, etc. Je crois que c'est simplement qu'il n'y en a pas de disponible. Donc après, on peut faire de ça une vertu. On peut expliquer qu'effectivement, si on n'a pas de leader et que c'est un peu la pagaille, c'est parce qu'on est libertaire. Mais je crois que c'est beaucoup plus un truc structurel. Il n'y a pas de leader parce qu'il n'y en a pas. Les Gilets jaunes, je ne pense pas que c'était un choix spécifiquement. C'est un extraordinaire vide de représentation qui les met sur les ronds-points. Donc il y a ce premier phénomène qui
qui est corrélé aussi à un deuxième, qui est la centralité de l'espace public dans la mobilisation. Ça ne va pas de soi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mobilisations qui ne passent pas par l'espace public, hein, pour rappeler vraiment quelque chose d'évident. Mais je crois que là aussi, on a la centralité de l'espace public pour des mouvements qui n'ont pas de représentation, c'est-à-dire pas de moyens de négocier derrière des portes fermées, qui n'ont pas des moyens forcément de faire pression pour des catégories qui ont du mal à embrayer sur les systèmes institutionnels. Donc là aussi, on a quelque chose qui est très général, et ce choix de l'espace public, à la fois il est indicateur de cette absence de leadership, cette absence de capacité à véritablement négocier, mais aussi dans ses modalités de la nature du régime répressif. La nature plus ou moins répressive du régime, vous pouvez me le dire comme ça, c'est-à-dire que quand le régime est très répressif, vous n'occupez pas l'espace public, vous circulez dans l'espace public et souvent assez vite. Quand le régime est répressif, mais pas encore trop répressif, vous pouvez occuper l'espace public, en tout cas vous pouvez essayer, et on a donc des variations dans le répertoire d'action qui très directement sont liées à la nature du régime politique, aux pratiques des forces répressives, etc. J'en profite pour dire que les répertoires d'action sont une coproduction fondamentalement entre l'État et les mouvements sociaux. Donc dans ce cas-là, ça se voit particulièrement bien, bien sûr à la nuance que ce n'est pas une coproduction égalitaire, mais elle est profondément inégalitaire et que, comme d'habitude, le passage à la violence, il est effectué par l'État. Je pense que c'est quelque chose de pratiquement une règle absolue. Quand vous avez une contestation violente de grande ampleur, c'est que vous avez un État qui est fondamentalement et brutalement répressif. Il y a très très peu de contre-exemples, je pense. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, ces répertoires d'action, on peut constater également que l'économie morale de la révolte, pour parler comme Thompson, est un peu particulière puisqu'il s'agit de lutte pour la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des économies morales qui sont représentatives d'une classe, d'une classe ou d'un groupe ethnique, enfin de quelque chose de sectoriel. On est sur des économies morales qui parlent en termes d'universel, qui s'adressent à l'ensemble de la société. Et c'est là le rôle spécifique de l'islam dans un certain nombre de ces mouvements, c'est que c'est un des langages, souvent le seul d'ailleurs, mais c'est un des langages qui permet de parler à peu près à tout le monde. D'ailleurs, y compris à des athées dans certains cas. Donc, on a donc ce problème d'économie morale, qui est une économie morale qui, là, pour le coup, est vraiment morale et qui produit plus des références que des modalités d'action. C'est là aussi une différence avec Thompson, c'est-à-dire que ça ne vous donne pas véritablement des façons d'agir, mais ça vous donne des discours. Des discours souvent extrêmement abstraits, mais à la fois très mobilisateurs, ce qui est intéressant, même si c'est un peu paradoxal. Dernier point sur ces répertoires d'action, j'ai aucune idée de l'heure. 5-7 minutes. Oui, c'est parfait. Je m'épuise progressivement, donc ça devrait à peu près correspondre. Autre chose sur ces répertoires d'action, c'est leur circulation assez limitée. Alors assez limitée, c'est compliqué. Vous avez une très forte circulation des répertoires d'action dans une aire culturelle particulière. Mais par contre, si je m'en tiens à ma feuille de route qui était un peu, printemps arabe, Europe, vous avez une circulation qui me paraît extrêmement faible. Je n'ai jamais entendu dire que les Gilets jaunes aient même fait référence au printemps arabe. Et dans l'autre sens, ça, par contre, je vous pose la question, je n'ai pas l'impression que ce soit extrêmement... Voilà, bon, pour un problème évident de chronologie. Donc, il me semble que la circulation est faible. La circulation est faible et on va voir que ça tient probablement à beaucoup de choses, mais vous n'avez pas une extraordinaire fluidité, ce qu'on avait vu il y a quelques années, par exemple, de circulation des répertoires d'action très fortes au moment des caricatures du prophète, etc. Ça ne se produit pas dans cet univers-là, en tout cas. Ça reste dans une ère culturelle et ça ne permet pas de faire une convergence, de construire une image de ces protestations comme étant des protestations fondamentalement liées avec les mêmes déterminants, etc. Alors, dernier point avant la conclusion, donc pour ce qui est maintenant de ce qu'on appelle la structure des opportunités politiques, c'est-à-dire non pas tant le pourquoi les gens se révoltent, mais pourquoi ils le font à ce moment-là, en fait. Qu'est-ce qu'ils perçoivent
dans la situation politique qui fait qu'ils vont se révolter. Je crois que les printemps arabes ont été une très belle démonstration du caractère essentiellement subjectif de la structure des opportunités politiques et non pas objectif. Ce n'est pas ce qui se passe objectivement dans la société qui va amener les gens à un moment donné à se décider, à se mobiliser parce qu'ils trouvent que le système est en train de s'ouvrir. C'est plutôt ce qu'ils ont dans la tête, même si ce qu'ils ont dans la tête, effectivement, est faux. C'est-à-dire que Bachar el-Assad l'avait très bien dit, la Syrie n'est pas l'Égypte, même si l'histoire se termine un peu pareil. Et pour ça, vous avez à la fois une extraordinaire capacité, enfin c'est la revanche de l'idéal, vous avez une capacité à inventer un espace politique qui ne correspond pas à la réalité, et ça a des conséquences effectivement massives, parce que c'est ce qui fait que les gens sortent dans la rue. Donc là-dessus, on a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est une structure d'opportunité, j'allais dire rêvée, pensée, qui a des conséquences réelles. Alors, très rapidement sur la conclusion, je crois que les printemps arabes au sens très large, c'est-à-dire tous les processus politiques qui ont commencé autour de 2011, n'ont pas permis, au contraire, un dépassement des clichés orientalistes, les Arabes sont allergiques à la démocratie, etc. Vous n'avez pas un dépassement de ça du tout. Vous avez plutôt deux choses, une absence à peu près totale de solidarité des opinions publiques occidentales, et vous avez globalement une collaboration plutôt efficace des États occidentaux avec les régimes répressifs. Ça me semble être les deux choses. La liquidation de l'insurrection syrienne par Obama en 2013 me paraît être un bon exemple d'un soutien très limité, puis un retrait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez, me semble-t-il, une difficulté de plus en plus grande à opposer des régimes politiques qui sont dans des phases de désautonomisation des champs assez parallèles, avec des exemples exactement, j'allais dire, au point de bascule, comme l'Inde. C'est-à-dire qu'on est dans un processus de convergence autoritaire, je ne sais pas, c'est un peu excessif, mais disons en tout cas où les différences entre régime démocratique, régime semi-autoritaire avec des élections, régime franchement autoritaire, etc., tout ça commence à faire une zone de plus en plus grise avec des pratiques qui passent d'un État à l'autre, par contre, assez facilement. Si les pratiques de mobilisation passent mal, les pratiques de répression passent assez bien. Et dernière chose, on peut continuer sur l'idée que ces mouvements sont acéphales, et ça c'est une conséquence des structures qui existent, plutôt qui n'existent pas, les structures de représentation. On voit que ces mouvements tendent de manière quasi automatique à se structurer ou à disparaître en raison de deux phénomènes de compétition. Je pense que vraiment la compétition est centrale. C'est la compétition électorale et la compétition militaire. Dans les deux cas, et si effectivement le mouvement continue, il est à peu près automatiquement amené à être en compétition soit militaire, soit électorale. Dans les deux cas, c'est véritablement la capacité à organiser, la capacité à s'organiser qui fait la différence. Donc je crois qu'il faut rompre, autant les phases unanimistes, révolutionnaires ont quelque chose de très beau, autant d'un point de vue là, normatif, mais réaliste, je crois, c'est évidemment la capacité à s'organiser qui fait la différence sur le long terme. Voilà, je vous remercie. Merci à Gilles. Et donc, pour conclure cette table ronde, je passe la parole à François Burgat. Merci, Monsieur le Président. Tu me confirmes que c'est 20 minutes, parce que j'ai raté le début. Bon, c'est bien 20 minutes. Merci infiniment. Permets-moi, cher Alain, de remercier le CAREP, auquel je suis certes associé, mais de façon très symbolique. Tout ce qui a été fait de bien aujourd'hui, c'est Salam et son équipe qui l'ont fait. Et puis ceux qui nous permettent de faire tout cela sur le plan matériel. Moi, je n'y suis pour rien. Et évidemment, il faut remercier le Collège de France qui nous donne plus qu'une salle, qui nous donne une caution morale sur ce terrain très débattu, très polémique des études arabes, dès lors qu'elles touchent un petit peu à l'actualité brûlante
et donc aux clans qui s'affrontent. L'une des façons de traiter ce sujet, impossible à traiter en 20 minutes, est de s'en éloigner. Donc moi, je veux faire quelques petites remarques un peu caricaturales, non pas sur le détail de ces dynamiques complexes qui ont traversé le monde arabe depuis 2011, mais je prends un prisme que nous disent les façons dont l'environnement européen, occidental, ont traité ces dynamiques politiques. Qu'est-ce qu'elles nous disent de ces dynamiques politiques, puis qu'est-ce qu'elles nous disent de nous, évidemment. Donc l'Europe au miroir de son traitement des printemps arabes. Je voudrais dire aussi que je m'associe à ce qui a été dit, et je n'ai pas à me forcer pour le faire, pour évoquer non pas la mémoire, mais la présence de deux de nos collègues qui sont retenus actuellement de façon assez incompréhensible en Iran. J'irais même plus loin, je dirais qu'il est assez aberrant de savoir que Fariba Adelkha peut être considérée comme quelqu'un d'hostile à l'Iran, celle dont, justement parce qu'elle ne s'est jamais départie des exigences de la complexité, celle dont certains opposants iraniens qui n'aimaient pas la complexité disaient qu'elle était un agent du pouvoir. C'est un paradoxe supplémentaire. Mais quand bien même aurait-elle été depuis la chaire de l'Académie une critique virulente de l'Iran, sa présence en détention ne serait pas plus légitime. Donc ne me faites pas dire non plus ça. Mais moi je vais aller plus loin sur ce terrain-là. Je voudrais associer, bon, je le fais de façon intéressée, mais je voudrais associer un autre de nos collègues qui n'est pas là aujourd'hui et que Alain Grèche connaît bien. Et il y a 15 jours, je n'aurais pas pu vous dire le 10e de ce que je vais vous dire aujourd'hui de lui, parce qu'il était vivant. Et il ne l'est plus. Et quand il était vivant, on ne pouvait pas dire tout ce que je vais dire de lui aujourd'hui en utilisant son nom, parce qu'il avait une caractéristique, il était général d'aviation. Et donc on le connaissait sous son nom de plume, mais on n'aurait jamais mentionné son véritable nom et on n'aurait pas dit c'est un général d'aviation. C'est Philippe-Henri Gunet. Philippe-Henri Gunet, ce n'est pas stricto sensu un collègue, il n'a jamais fait partie de l'institution académique, mais moi j'aime bien, il a eu une trajectoire de connaissance de cette région du monde qui est complexe. Il a commencé, ne le répétez pas, c'est pas très à la mode, mais il a commencé dans les milieux, ce qu'on appelle les milieux du renseignement. Et puis après, en tant que militaire, il est passé dans la façade diplomatique de l'institution militaire et il a été attaché de défense dans plusieurs pays de la région, dont le Yémen, où il m'a, je ne dirais pas succédé, nous faisions des boulots différents, mais qui étaient à certains égards convergents, on essayait un peu de comprendre. Et il a, bon, le seul reproche que je lui fais, c'est que sur le plan linguistique, il a triché, il a épousé une dame arabe, et donc il a appris plus vite que les autres, c'est malhonnête. Mais nous avions des exigences de connaissances qui étaient comparables, et puis après, dès qu'il a été un jeune retraité à partir, tu me corriges, 2010, par là 2013, il a été un de nos collègues analystes du site que dirige Alain Grèche, Orient 21. Et cet individu qui a eu une trajectoire très différente de la mienne, en tout cas sur le plan professionnel, le dernier ou l'avant-dernier, mais je pense que c'est le dernier article qu'il a écrit, qui nous a laissé en quelque sorte en héritage, en conclusion de sa trajectoire de connaissance. Il a un titre qui m'émeut beaucoup de prononcer parce que c'est quelque chose que je répète depuis 30 ans. Mais attention, je n'ai pas dit que je le répéterai dans 20 ans. Je suis prêt à changer, d'accord ? Mais depuis 20 ans ou 30 ans, je dis, et j'étais donc éminemment ému de le voir écrire, la démocratie est sans doute la principale victime de la lutte contre l'islam politique. Aujourd'hui, c'est provocateur, hein, mais aujourd'hui, la principale victime de la lutte effrénée contre l'islam politique, c'est sans doute la démocratie. Moi, ça me fait plaisir de savoir que c'est un général d'aviation de l'armée française qui l'a dit. C'est pas moi, hein, c'est pas moi, c'est un autre. Mais nous partageons cette conviction. Alors évidemment, je dis ça pour solliciter sa mémoire et lui rendre hommage, mais aussi parce que ça me rend service, parce que quelque part, ça résume ce que je vais essayer d'illustrer de façon plus ou moins détaillée, parce que le temps ne le permet pas, ce que j'ai à dire sur... Alors le spectre est tellement large que je vais faire un peu de francocentrisme, je vais prendre surtout l'attitude de la France, mais elle est à bien des égards archétypique. Qu'est-ce qui sépare l'attitude de la France ? Elle est un
tout petit peu plus interventionniste que les Britanniques ou les Américains au moment où il s'est agi de sanctionner éventuellement militairement l'usage des armes chimiques. Mais sinon, en gros, on a suivi le dogme occidental à l'égard des printemps arabes, avec, pour réduire le champ, bon, je vais dire un mot sur le Yémen, puisqu'on a dit qu'il avait été le grand oublié. Mais disons, je vais me focaliser sur la Syrie, qui est le pays où j'étais quand se passait l'épisode printanier, mais aussi la Libye, mais aussi l'Égypte. Quelle a été l'attitude de la France? Quand les printemps arabes ont commencé, la France, par la voix de Mme Alliot-Marie, a dit aux cibles de la protestation populaire, on va vous aider. On va vous fournir une technologie qui va permettre de préciser une matraque plus courte, vous savez, ça permet de taper plus précis, enfin des choses comme ça. On a dit on va aider la technologie de la répression pour faciliter la survie de nos héros locaux. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? La France a subi un choc terrible, non, deux chocs terribles. Le premier sur la joue tunisienne, le second sur la joue égyptienne. Stéphane Lacroix, qui m'a fait très peur ce matin quand il a dit je vais traiter de la variable islam politique dans les printemps arabes, j'ai dit le salaud il va rien me laisser à dire, mais non, nous convergeons, mais il a traité ça depuis l'intérieur des sociétés. Moi, je parle du regard français. Donc, nous avons reçu un choc terrible, d'autant plus terrible, ça, on ne vous le dit pas souvent, que nous avons vu successivement tomber deux des récipiendaires du prix Louise Michel pour la démocratie et les droits de l'homme. Qui était Zine El Abidine Ben Ali, qui lui l'avait eu très tôt, on avait anticipé, en 1987, et Moubarak, qui l'avait eu, j'étais au Caire, je peux vous assurer que c'était surréaliste, quand Alain Poher lui a remis le prix des droits de l'homme et de la démocratie. Donc nous avons subi ce choc, et nous avons compris, évidemment, le président Sarkozy n'est pas devenu un militant de la cause arabe démocratique du jour au lendemain. Il s'est dit, si nous voulons garder le contact avec les producteurs de pétrole, eh bien, il faut changer notre fusil d'épaule. Et donc la France a changé radicalement son fusil d'épaule. Elle est entrée en Libye avec un logiciel totalement différent, qui était celui d'un interventionnisme tellement absolu que non seulement nous avons soutenu l'effort des révolutionnaires, mais nous avons aidé à le parachever, puisqu'il n'est pas complètement invraisemblable que nous ayons participé à l'élimination physique du leader libyen. D'accord? Et puis nous sommes arrivés en Syrie avec ce même logiciel. Et dans cette conjoncture-là, à quelques centaines de mètres d'ici, pour moi ça avait été un moment émouvant, dans le grand amphi de l'Institut du monde arabe, Alain Juppé, ci-devant, ministre des Affaires étrangères du président Sarkozy, avait dit nous avons donné ordre à nos diplomates d'entrer en communication avec la totalité des acteurs politiques, y compris les mouvements, alors il paraît qu'ils avaient discuté 2 heures au cabinet pour savoir ce qu'ils allaient dire, y compris les mouvements islamiques. Ils ont pensé que c'était moins grave qu'islamistes, à la condition qu'ils aient abandonné l'usage de la violence. D'accord ? Donc on a eu ça, on a eu l'idée que nous allions cohabiter avec les forces de la révolution, quelles qu'elles soient. Eh bien, je dirais qu'on a fait à peu près tout le contraire. Mais on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. De ce jour, et il faut comprendre pourquoi on a fait ça, c'est un petit peu l'objet de ce jour, on a, bon là je ne vais pas vous donner trop de détails sur cette question-là, parce que j'entrerai en tension avec des acteurs de l'histoire qui sont présents dans la salle et qui sont encore jeunes et en pleine santé et qui pourraient essayer de me casser la figure à la sortie. Mais je vais dire que les acteurs de l'expression institutionnelle de l'opposition syrienne à Paris ont été influencés. Disons, le processus d'interaction des Français avec l'opposition syrienne a été constamment d'essayer de fabriquer une opposition qui nous ressemble et qui nous dise dans la langue qu'on a envie d'entendre, dans la langue qu'on comprend, ce qu'on a envie d'entendre. Et en gros, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? Du mal des islamistes. Donc, nous allons influencer, et bon, ça les historiens ne sont pas encore passés. Un jour, on écrira de façon très documentée quel rôle a joué le Quai d'Orsay dans sa relation avec l'opposition syrienne. Mais je n'étais pas complètement extérieur à ce processus et j'ai glané des images plus directement proches de la réalité, notamment en interviewant des dirigeants de groupes armés en Jordanie en 2013,
aussi bien dans le camp de Za'atari qu'à Amman. Et je me souviens de cette anecdote qui résume bien tout. C'était ce chef d'une katiba qui me disait « François, imaginez, nous sommes 5 dans une pièce, rentre une belle jeune fille et elle donne une rose à un seul d'entre nous. Qu'est-ce qui deviennent les autres ?» Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que les services secrets français, mais aussi américains, sélectionnaient sur une base extrêmement discutable, je vais vous dire laquelle, les groupes que nous allions considérer comme des acteurs politiques légitimes. Et ces pauvres gens n'avaient pas le logiciel. Ces pauvres gens étaient totalement incapables de dissocier ceux qui avaient un niveau de religiosité supérieur à ceux de la société française au XXIe siècle, qui avaient un niveau de religiosité dans leur lexique politique qui était comparable à celui des Portugais, des Polonais, des Italiens et des Français il y a quelques dizaines d'années. Mais ça, ils n'avaient pas le logiciel pour le comprendre. Ils n'avaient pas le logiciel pour faire la ségrégation entre des acteurs dont le lexique était un lexique religieux et ceux qui avaient un agenda sectaire anti-occidental. Et le lendemain, ces deux militaires me raccompagnaient à Za'atari. Je n'étais absolument pas supposé entendre ce qu'ils disaient. Et ils ont dit, je ne vois qu'une solution, on doit changer de nom. Et comment il s'appelait? Il s'appelait Ansar al-Sunnah. Bon, Ansar al-Sunnah, je ne vais pas donner un cours d'arabe, je vais vous dire, en gros, ça veut dire les bons chrétiens, l'équivalent. Ça veut dire les bons croyants. Ça veut dire, Sunna, c'est le mainstream. Hein, ceux qui sont, voilà, c'était des gentils. Moi, je traduisais, en faisant un clin d'œil à un collègue, je disais, bonne foi. Hein, bonne foi, bon croyant, bon chrétien. Ça voulait dire ça. Ça ne veut pas dire on va égorger les femmes et les enfants parce qu'on est des extrémistes islamistes. Eh bien, nos services, nos institutions n'étaient pas capables, n'avaient pas un logiciel suffisamment sophistiqué pour faire cette différence, qui a été très très bien analysée par Thomas Piret. Où passe la frontière entre les acteurs politiques que l'on peut considérer comme légitimes, même s'ils disent Bismillah en partant au boulot le matin, et ceux à l'égard desquels il est légitime que nous ayons une petite tension politique. Bon, je pourrais continuer sur ce terrain-là, mais je veux... Non pas répondre... non, d'abord, laissez-moi finir mon segment. Donc, nous avons, sans le dire, cessé de soutenir efficacement l'opposition syrienne sur des bases qui étaient des bases idéologiques, sur des bases qui étaient... Alors, évidemment, ajoutons quand même le veto des États-Unis dès le début aux armes antiaériennes. Enfin, très, très vite, sur le plan militaire, nous n'avons pas donné les moyens aux Syriens. Alors... Si Bertrand Badi était là, il dirait « Burga, avec tes histoires d'ingérence », Bertrand Badi aurait dû être là, hein, vous le savez. De toute façon, une ingérence, c'est mauvais. Il y a une toute petite nuance que je voudrais introduire quand même. S'agissait-il en Syrie de faire une ingérence, de kidnapper la souveraineté du peuple syrien, ou bien s'agissait-il de nous opposer au fait que deux intervenants étrangers aient confisqué complètement la souveraineté du peuple algérien et privé le peuple algérien d'exprimer son ressentiment à l'égard d'un gouvernant qu'il considérait comme illégitime. Hein. Et moi, je fais le pari que si la crise syrienne s'était jouée à guichet fermé, sans aucune intervention, ni les Iraniens ni les Russes, mais ni les Qataris, ni les Saoudiens, ni quiconque, le rapport de force serait basculé avant la bataille de Qousseir, qui est la bataille où 9000 membres de Hezbollah viennent faire basculer le rapport de force. D'accord ? Donc, nous allons glisser lentement. L'étape suivante, c'est 2014. 2014, je vous le rappelle, c'est avant les attentats de Daesh. Donc, avant Daesh, nous allons adopter une attitude qui est tous contre Daesh, à la rigueur, why not, et seulement contre Daesh. Et à partir du moment où nous disons tous contre Daesh et seulement contre Daesh, nous allons cesser la moindre pression sur le dirigeant, sur la source du dysfonctionnement du système politique, sur cette license to kill qui a été donnée à un régime qui part à l'abandon et qui fabrique, qui nourrit, qui légitime la radicalisation du tissu politique local et régional. Et puis nous allons glisser lentement vers ce monsieur qui, lorsqu'il était ministre des Finances,
avait dit des trucs super intéressants en France. J'ai un peu honte, mais j'ai voté pour lui. Ce monsieur, il avait dit s'il y a de la radicalité dans le paysage politique français, c'est parce qu'il y a un plafond de verre qui empêche l'émergence des élites musulmanes, etc. Mais ce même monsieur, vous allez le reconnaître, pour qui j'ai voté aux élections présidentielles, il a lentement glissé vers la négation absolue et il a glissé vers cette formule terrifiante: Bachar el-Assad n'est pas l'ennemi du peuple français. C'est là que nous sommes arrivés. Alors, ma conclusion, parce que je crois que j'y suis, 5 minutes, 4 minutes, 5 minutes 5 minutes. Ma conclusion, ce n'est pas pour te répondre, Louloua, mais c'est quelque part parce que ce que tu as dit ce matin, comme tout ce que tu dis d'ailleurs, m'a interpellé. Ras-le-bol de nous parler que de l'islamisme. Et moi, je ne le formule pas tout à fait pareil. Je dirais, ça dépend ce qu'on dit en parlant. Moi, je ne parle pas d'un surinvestissement des sciences sociales à l'égard du prisme islamisme, je parle d'une contre-performance des sciences sociales sur ce terrain-là, parce qu'il y a une formule, franchement, je le regrette, ce n'est pas moi qui l'ai pondue, mais je m'y associe complètement. L'islamisme est un mot qui produit davantage de bruit qu'il ne produit de lumière. Et moi, je m'associe complètement à ça. Plus on dit islamisme, moins on a des chances de comprendre. Plus on fait tomber une barrière émotionnelle qui fait que nous n'allons pas avoir la diversité, la réalité de la pratique des acteurs politiques et nous construire en fonction de l'évaluation rationnelle de ces pratiques à l'aune de valeurs qui sont parfaitement universelles. Et pour démontrer ça, bon, en ironisant un petit peu, vous savez qu'entre nous, les collègues, tout ça, il arrive parfois qu'on exprime nos diversités de positions. Je dis une partie au moins de l'appareil académique, toute l'opinion publique, 90% du sens commun vis-à-vis de l'islamisme, ça consiste, lorsqu'on entend un acteur politique qui dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », je vais partir au boulot. On n'écoute pas la seconde partie de la phrase. Elle ne nous mobilise pas. Nous n'allons pas nous donner les moyens de voir la richesse du boulot que le monsieur va faire. Il a employé le lexique religieux, et donc il est discrédité, et donc il est révolutionnairement, au sens 1789 français du terme, illégitime, et nous ne pouvons pas interagir rationnellement avec lui. Et alors après, bon, je caricature, mais à peine, il y en a qui sont venus nous dire, vous savez, moi, sur le terrain, j'ai découvert des acteurs, ils disent pas Bismillah, ils disent Bi-Idhnillah. Ça fait une deuxième école, hein. Ils disent Bi-Idhnillah, je vais partir au boulot. Ou Bi-Idhnillah, je vais aller ramasser le plastique pour arrêter la pollution dans le Tigre. Hein. Et on ne va jamais écouter la seconde partie, on ne va pas construire notre arsenal conceptuel d'interaction avec le monde des islamistes, on va rester focalisé sur ce que j'appelle moi le comment, et jamais sur le pourquoi ou l'objectivité. Donc, je ne dirais pas focalisation, surfocalisation. Moi, ça fait des années que je dis, passons-nous du vocable islamiste, passons à la partie d'après. Et on me dit, oui, vous parlez que des islamistes. Oui, mais ça dépend ce qu'on en dit. Et si on en dit que c'est un lexique qui, pour des raisons historiques, a pris une capacité de mobilisation supérieure aux autres lexiques, et ça changera un jour quand l'origine de cette réaffirmation, des exigences de cette réaffirmation sera dépassée, parce que, disons, le choc colonial ou impérial postcolonial appartiendra au passé, et bien on passera à autre chose. Hein. Et bon, c'est la conclusion que j'ai toujours essayé de faire, qui est de dire, attention, si les islamistes arrivent au pouvoir, c'est pas le paradis, c'est pas la solution des contradictions et des complexes. Non, c'est simplement des acteurs qui ont une capacité de mobilisation un peu supérieure à ceux qui se maintiennent exclusivement par la force. Et après, comment peut-on définir le futur ? Je n'ai pas trouvé une formule en langue française. Je dis le futur, c'est politics as usual. C'est-à-dire nous allons renouer avec la complexité du politique, avec la totalité de ses variables. Je ne demande pas plus. Je ne demande pas plus aux acteurs politiques français du moment ou occidentaux que de se convaincre de cette banale réalité-là. Merci infiniment de votre attention.